Maître Régis de Castelnau, bonjour. Vous avez accepté cet entretien avec le Cercle Droit et Liberté à l'occasion donc de la sortie de votre dernier ouvrage, Une justice politique, sorti donc le 13 janvier aux éditions de l'Artilleur. Alors avant qu'on l'aborde ensemble, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Brièvement, j'ai une longue vie, puisque je suis boomer, faut peut-être le rappeler. Et donc, j'ai prêté serment il y a 48 ans, serment d'avocat. Il y a 48 ans, je suis de la génération 68, puisque j'ai eu mon baccalauréat cette année-là, c'était cadeau d'ailleurs. Et donc, j'ai assisté à beaucoup de choses. J'ai eu une vie professionnelle très engagée, au moins dans sa première partie, très engagée politiquement et directement politiquement, auprès du mouvement ouvrier français, c'est-à-dire Parti communiste et CGT. Après, par la suite, j'ai créé un cabinet d'avocats dédié à la sphère publique, donc spécialisé en droit public et en droit public local, puisque c'était après la décentralisation et qu'il y avait des besoins importants de conseil pour ces collectivités décentralisées qui étaient devenues de forts acteurs du droit. Donc ça a été effectivement la troisième partie de vie professionnelle. Et puis il y a quelques années, j'ai eu envie un petit peu, je dirais, de rendre, comme disent les Américains, give back de cette expérience, essayer d'en tirer quelques conclusions, essayer d'imaginer quelques informations qu'on pourrait reproduire, sur lesquelles on pourrait s'interroger. Et j'ai créé le blog qui s'appelle Vue du droit, qui fonctionne pas mal, ou qui porte un regard critique sur l'actualité à partir de mon lieu d'énonciation, qui est celui du juriste, du praticien. J'ai enseigné aussi à l'université, j'ai eu des activités éditoriales, j'ai écrit des bouquins, j'ai été directeur d'une partie du jurisclasseur administratif, mais je dirais, j'étais d'abord et avant tout praticien, et donc Vue du droit, c'est le retour de cette expérience par ce regard critique sur l'actualité. Il y a maintenant quelques mois, j'ai décidé, c'était la proposition de Michel Onfray, et je fais partie du cockpit, je dis c'est le cockpit de Front Populaire, ou du premier cercle comme il l'appelle, et donc ça c'est une activité relativement importante qui vient m'occuper, me laissant quand même quelques petits espaces pour écrire encore. Donc vous êtes là en tant qu'auteur de Une justice politique, en tant que professionnel du droit avec une longue carrière et professionnel engagé. Donc dans ce livre, Une justice politique, vous désignez pas mal de monde, nommément, vous n'épargnez au contraire pas grand monde, et une de vos cibles premières, c'est bien sûr la magistrature, et plus précisément l'École nationale de la magistrature. Alors, vous relevez que la magistrature française est principalement composée de professionnels de qualité, mais vous dénoncez le ghetto de l'ENM, c'est vos mots, et vous allez donc jusqu'à demander une réforme et de l'ENM et dans l'exercice des fonctions, le droit de syndiquer pour les magistrats. Alors, vous commencez par les sacrilèges que je commets dans ce livre, qui consiste à blasphémer en abordant des questions, mais en essayant de les aborder. C'est pour ça que j'ai nommé un certain nombre de personnes, parce que je pensais qu'il fallait sortir d'une forme d'hypocrisie. Je fais confiance à la justice de mon pays, passe leur temps à dire les hommes politiques, les journalistes, etc., ce qui est une hérésie. La justice repose sur la défiance vis-à-vis de l'homme juge. Sinon, à quoi servirait la collégialité? À quoi servirait le secret de l'instruction? À quoi servirait le double degré de juridiction? Enfin, toutes ces règles que vous connaissez, qui sont déduites d'ailleurs de ce qu'avait mis en avant l'école fonctionnaliste, de mon maître Rudolf von Gering, au XIXe siècle, adversaire acharné de l'arbitraire, la forme et la sœur jumelle de la liberté. Donc, effectivement, la justice, elle doit bien fonctionner. Elle doit bien fonctionner, elle doit appliquer ces règles qui sont extraordinairement précieuses. Or, j'ai constaté que malheureusement, la justice avait accepté de se faire dévoyer pour des objectifs et pour des fins qui n'étaient pas les siennes. Et je pars d'un principe, dès lors qu'on assigne à la justice des objectifs qui ne sont pas les siens, cela ne peut se faire qu'au détriment des libertés publiques. C'est un livre de défense des libertés publiques, fondamental, parce que pour moi, c'est quelque chose que dans ma pratique,
maintenant assez longue, j'ai pu apprécier, l'importance et le caractère tout à fait essentiel. Non, et il faut se battre pour ces libertés. Et ce livre, de ce point de vue, qui est un peu réquisitoire, je veux bien, qui est parfois un peu polémique, je veux bien, mais il est d'abord une analyse d'une situation, une analyse d'une évolution, et il est destiné à pointer des dérives qui portent atteinte à nos libertés démocratiques. Et ça m'embête. Alors, quelles sont ces fins dont vous parlez justement? Vous parlez de raids judiciaires. Il y a beaucoup d'affaires, concernant d'ailleurs ceux que vous désignez comme vos adversaires politiques ou pas d'ailleurs, il y a beaucoup d'affaires qui vous ont choqué d'un point de vue de praticien. Mais tout à fait. Je veux dire, il y a plusieurs objectifs qu'on confie à la justice, c'est-à-dire qu'on va dans le prétoire pour régler des problèmes qui n'ont pas à y être réglés. Ou bien pour instrumenter des séquences extraordinaires. Je ne vais pas commencer par l'instrumentalisation politique, je vais citer par exemple très récemment l'affaire Daval. L'affaire Daval est un fait divers de cet homme qui a tué son épouse, après avoir prétendu qu'elle avait disparu, etc. Ça a beaucoup suscité d'émotions dans l'opinion publique, et c'est normal. Le fait divers est une chose extraordinaire. Et cela étant, on a profité de cette occasion pour faire le procès quasiment dans la rue, dans les médias. Les avocats sont venus, il y a eu un dévoiement de ce processus sur lequel vous me demandez d'intervenir, de préciser, qui ne pouvait que le dévoyer. Et la décision qui a été prise, d'abord, n'est pas très glorieuse, du fait de son déroulement, et deuxièmement, je pense que si l'affaire s'était déroulée selon les règles, et pas avec cette espèce de foire d'empoigne médiatique, la décision aurait été différente. Alors, la justice, on va parler de la justice pénale, par exemple, c'est ce qui est important, et c'est ce qui est notre propos. La justice pénale, elle a une mission qui est très identifiée, c'est-à-dire qu'on va venir la voir, le juge ne s'autosaisit pas, il y a des gens qui ont le pouvoir de le saisir et qui vont venir lui soumettre des faits en lui disant voilà, il s'est déroulé telle et telle chose et ces choses sont susceptibles de constituer des infractions pénales prévues par le code pénal. Donc vous, monsieur le juge, vous allez essayer d'établir une vérité judiciaire, c'est-à-dire que vous allez essayer d'arriver le plus près possible d'une forme de vérité objective, en appliquant toutes ces règles, et vous allez, à partir de là, dès lors que vous serez arrivé à cette vérité, vous allez prendre une décision fondamentale, vous allez prendre et utiliser la violence légitime de l'État. C'est-à-dire, je parle bien du pénal pour l'instant, vous allez, par exemple, décider d'envoyer quelqu'un 20 ans entre 4 murs. Il n'y a pas quelque chose de plus violent, si, 30 ans peut-être, mais bon. Donc, il faut que cette décision soit prise de façon extrêmement circonstanciée. C'est ça la mission du juge. Donc il doit être impartial, c'est un arbitre, et il doit respecter toute une procédure. Si on dit au juge, comme certains l'ont fait au printemps 2017, ce candidat-là, il est corrompu, M. François Fillon, il est certes favori, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça, pendant qu'on l'accuse de ça, on se garde bien de s'occuper d'autres qui ont fait exactement la même chose, ce qui n'est pas une excuse, c'est pas ce que je veux dire, mais on cible, et donc il ne faut pas qu'il soit président de la République. Et puis au bout de la procédure, où toutes les règles ont été violées, il faut être clair, toutes les règles fondamentales ont été violées, au bout de cette procédure, eh bien, on a réussi à le disqualifier dans l'opinion publique, et au mois de janvier 2017, il était à 24% dans les sondages, Emmanuel Macron à 16%, au mois d'avril, lors du premier tour, les courbes se sont croisées, inversées, et François Fillon est troisième. Emmanuel Macron étant candidat au deuxième tour contre Marine Le Pen, on sait qu'il est, dès le soir du premier tour, le président de la République. Donc je dis, je prends mes responsabilités en le disant, on a dévoyé une affaire judiciaire pour disqualifier un candidat, ce qui fait que c'est le juge qui a choisi qui serait président de la République. C'est gravissime. Donc, juge faiseur de roi, vous décrivez également dans cette affaire Fillon un problème non pas seulement de violation de règles de procédure, mais également un calendrier, une fulgurance initiale, puis des lenteurs, et finalement donc une audience en correctionnel seulement 3 ans plus tard. Alors, c'est très intéressant de revenir sur cette chronologie, parce que je la restitue dans le livre. Je ne donne pas d'informations secrètes, je me contente, je sais ce qui s'est passé
Il y a ce qu'on appelle les couloirs du palais, vous le savez bien, et on y entend beaucoup de choses, hein, on retient ce qui doit être retenu. Et après, c'est normal, hein, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas dites. Mais, donc, lorsque j'ai présenté l'affaire Fillon, ben, je suis revenu sur cette chronologie, et j'ai montré son caractère radicalement inhabituel, j'ai montré à quel moment les violations des règles fondamentales de la loi ont eu lieu, hein, pour que, alors même que tout ceci s'est déroulé en très peu de temps, puisque l'objectif était bien d'influer sur l'élection présidentielle, ensuite, ça a retrouvé un rythme beaucoup plus normal. Alors, ce début de procédure, il avait quelque chose de très prévisible. J'ai retrouvé, dans ce que j'écrivais à l'époque, parce qu'assez vite, moi j'ai dit, attendez, il y a un problème quand même, hein, il y a une opération judiciaire évidente, quand j'ai vu qui étaient les protagonistes, quand j'ai vu les protagonistes judiciaires, mais médiatiques aussi, hein, quand j'ai vu le rythme, quand j'ai vu ce qui se passait, quand j'ai vu les erreurs de défense commises par François Fillon, qui vient à la télévision en disant si je suis mis en examen, je ne me présente pas. Bah, qu'à cela ne tienne, monsieur Fillon, hein, un mois après, hein, ouverture d'une information judiciaire et mise en examen. Je m'étais amusé à écrire un petit texte au début du mois de mars, disant voilà ce qui va se passer. Je ne reviens pas sur les détails de ce texte, mais je dis, voilà, ben, il va y avoir une ouverture d'une information judiciaire, on était encore dans l'enquête préliminaire, ouverture d'une information judiciaire, c'est Serge Tourner qui sera nommé, et il mettra François Fillon en examen. Je ne crois pas savoir hein, que dans nos études de droit, il y ait une unité de valeur, comme on dit aujourd'hui, de divination. Hein. Simplement, je savais très bien que c'était ce qui allait se produire, parce que je connaissais le fonctionnement de la machine, et je connaissais les protagonistes qui avaient ce dossier en charge. Alors, on parle de François Fillon, qui a été jugé et qui a fait l'objet de réquisitions violentes, je pèse mes mots en le disant, et d'une décision tout à fait inhabituelle. Primo-délinquant, si tant est que les infractions soient établies, j'ai des grosses réserves juridiques sur ce qui s'est produit. Hein. Je trouve qu'il y a également une discrimination, hein, que M. Bruno Leroux a disparu, à qui on reprochait exactement la même chose, a disparu dans les limbes, que M. Bruno Le Maire, à croire que les Bruno sont préservés, que M. Bruno Le Maire, dont la femme est artiste peintre, a été également attaché parlementaire de son mari. Eh bien, tout ça se passe très très paisiblement. En revanche, François Fillon a été l'objet d'une peine extraordinairement sévère par rapport à qui connaît la jurisprudence, par rapport à des affaires de ce type, si tant est, j'insiste, que les infractions soient établies. Donc, je vais dire à la limite, cette décision inhabituelle, un peu hors norme, elle est là pour quoi? Elle est là pour valider le raid initial. Et, je veux dire, c'est pour l'opinion publique, parce que je pense qu'on aurait beau chercher, on ne trouverait pas chez les avocats de ce pays, chez les magistrats de ce pays, quiconque pour dire j'ai connu une affaire qui se soit déroulée de cette façon-là, une affaire similaire qui se soit déroulée de cette façon-là. Ça n'est pas vrai. Alors je ne passe pas à Karachi et ses 25 ans. Hein. Là, je reste une affaire politico-financière ou simplement financière hein, qui se soit déroulée dans ces conditions. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Et vous écrivez dans votre livre d'ailleurs, une justice pour l'exemple n'est jamais exemplaire. Alors, c'est une affaire, comme vous dites, qui a été médiatique, comme tant d'autres d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut, que ce soit dans l'affaire Daval ou d'autres, également montrer du doigt? Est-ce qu'on doit montrer du doigt la presse, que vous qualifiez même de quatrième pouvoir, donc qui serait complémentaire du troisième pouvoir que serait la justice? Est-ce qu'on ne peut pas au contraire dire qu'il y a une certaine légitimité démocratique, que la presse informe, mène des investigations, nourrisse le débat? Oui, absolument, et c'est très important. C'est un pouvoir d'équilibre, de check and balance. Hein. Vous voulez, bon, j'ai effectivement sur le plan politique, j'ai eu des activités dont on aurait pu considérer qu'elles m'éloignaient d'une vision, je vais dire, churchillienne hein, de la démocratie, c'est-à-dire le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Mais je pense que pour l'instant, hein, le système de la démocratie représentative permet d'assurer la paix civile, permet d'assurer effectivement des régulations, permet d'élaborer les compromis nécessaires entre les différentes couches et classes de la population, hein, et que c'est un système qui est sûrement perfectible, mais c'est un système qui a un certain nombre de mérites. Dans ce système, la presse est très importante, la liberté d'expression aussi.
est drôlement malmenée en ce moment, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec ce qui se passe chez nous, avec un incident concernant le dessinateur, là, pour le journal Le Monde. Ça n'est qu'un épisode quotidien. C'est pas la seule liberté qui est malmenée en ce moment. Oui, celle-là en particulier, et à laquelle je suis personnellement très attaché. Toujours est-il que la presse a un rôle très important. Mais ce qui s'est produit, et c'est pour ça que je mets en perspective les 30 ans qui viennent de s'écouler, c'est une bataille de la magistrature pour son émancipation. En France, depuis Napoléon, la justice était considérée comme à la disposition du pouvoir exécutif. C'est vrai, c'est vrai. On parlait de justice aux ordres, je veux dire que c'est encore plus vieux, puisque déjà, chez Jean de La Fontaine, les animaux malades de la peste, on connaît ça. Toujours est-il qu'au début des années 90, à partir d'un certain nombre de problèmes qui se sont posés, de scandales financiers, à partir de mutations politiques assez considérables, la magistrature a souhaité s'émanciper. Elle l'a fait en Italie, avec la fameuse opération Manipolite, où le système s'est effondré sous les coups de la magistrature, combinée avec, soutenu par l'opinion publique, mais combiné avec la presse. Chez nous, ça a été un peu différent. J'ai appelé ça l'opération main moite, par dérision, c'est-à-dire qu'on a de temps en temps décimé un des représentants de la classe politique. Cette bataille pour l'émancipation, où la justice a souhaité conquérir son indépendance, s'est faite dans une alliance avec la presse. Ça, c'est tout à fait incontestable. Chacun défendant ses intérêts. La presse, elle voulait, affaiblir la classe politique, ça l'intéressait, en termes de pouvoir, tout simplement. Deuxièmement, économiquement, toutes les affaires politico-financières permettaient d'augmenter la diffusion, donc les tirages. Ça, c'est tout à fait clair. Et le nouveau métier phare, c'est devenu journaliste d'investigation, mais comme disait Pierre Péan, journaliste d'investigation, c'est le gars qui, dans son bureau, a les 06 des magistrats qui vont bien. Bon, c'est ça. Donc cette connivence, malheureusement, je suis pour que la presse ait la plus grande des libertés. Le problème, c'est qu'elle a agi d'abord dans des objectifs très directement politiques, ce qui fait que l'objectivité n'était pas toujours au rendez-vous. Et deuxièmement, elle l'a fait grâce à des violations des règles qui devraient guider le procès pénal. Et j'insiste sur la question du secret de l'instruction. On a quand même un sérieux problème. On a un sérieux problème qu'une loi, qui est une loi de protection de la présomption d'innocence, qui devrait être rigoureusement appliquée, soit violée par ceux-là même, les trois quarts du temps, qui ont la charge de faire respecter les textes. Alors il sert à quoi ce secret de l'instruction ? Il sert à vous éviter justement les lynchages médiatiques, il sert à éviter la pression de l'opinion, il sert à introduire trop de subjectivité dans les différents débats. Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, quand vous avez un procès pénal, alors vous savez que le principe du jury se déduit de l'article 3 de la Constitution américaine, donc pour toutes les affaires d'ailleurs, quand en matière pénale, le jury, on l'enferme. Et si le procès dure 3 mois, ils sont enfermés 3 mois, ils n'ont pas de télévision, pas de journaux, pour pas qu'ils aient cette influence. Alors, le secret de l'instruction, me semble, et de l'enquête, me semble quelque chose de fondamental. Revenons 2 secondes sur l'affaire Fillon. Qu'est-ce qui se passe? Le Canard enchaîné, dûment informé, excusez-moi, publie le matin du mercredi, je ne me rappelle plus quel jour, les informations concernant François Fillon, candidat à la présidence de la République et favori. Ça provoque un grand brouhaha, c'est normal. À 11h, ce jour-là, ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet. Bien. Dans les 10 jours qui viennent, toutes les premières investigations ont lieu. La première de ces investigations, c'est une descente policière à l'Assemblée nationale. Pardon, je croyais qu'il y avait une immunité législative, moi, une immunité des parlementaires, c'est un pouvoir séparé, etc. Que là, la direction de l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée a des prérogatives importantes de ce point de vue. Alors vous me direz, ils sont venus taper à la porte et M. Barthelone leur a ouvert. Donc ils ont été perquisitionnés, le bureau de François Fillon. Non mais attendez, je suis désolé, c'est ahurissant. Ensuite, on a différentes... Alors que normalement, une perquisition est autorisée dans les bureaux de l'Assemblée sur vote donc du bureau. Du bureau. Avant, c'était l'Assemblée elle-même, mais aujourd'hui, les immunités, dès lors qu'on en demande la levée, sont de la compétence du bureau de l'Assemblée. Là, on pouvait faire confiance à M. Barthelone, compte tenu d'où venaient fort probablement les coups contre François Fillon pour privilégier
Emmanuel Macron, on se doute bien que M. Barthelone n'allait pas dire je demande le respect de la Constitution de la République. Ça ne risquait pas. Ensuite, on a des auditions, d'autres perquisitions, et 10 jours plus tard, alors que seulement les magistrats et les policiers ont eu accès à toutes ces pièces, 10 jours plus tard, la presse choisie, les 2 journalistes qui sont en train d'avoir des entretiens avec François Hollande et qui vont écrire le fameux livre « Un président ne devrait pas dire ça », sont dépositaires de ces extraits par la violation du secret de l'instruction et publient des extraits tronqués pour alimenter la machine. Je pose la question, comment se fait-il qu'on accepte que, parce que ça peut être personne d'autre qu'eux, il n'y a pas de mis en examen, il n'y a pas d'avocat, les avocats ont violé plus souvent que leur tour le secret de l'instruction, je veux bien croire. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de magistrats et il s'agit de policiers. Alors naturellement, il y a une plainte qui a été déposée par François Fillon, elle dort paisiblement comme toutes les autres dans un placard du parquet. Bon, donc, si vous voulez, je ne peux pas admettre ça, je ne peux pas admettre qu'il y ait des manipulations de cette nature. Qu'on fasse un procès à François Fillon ne me gêne en rien. Ne me gêne en rien. En plus, je n'aurais pas voté pour lui, mais je veux pas que ce soit, je veux que ce soit mon choix qui soit déterminant. Je ne veux pas que ce soit les procédures judiciaires qui finalement faussent la sincérité du scrutin. C'est très exactement ce qui s'est produit. Alors, je crois que cet exemple, il est tout à fait caractéristique, et je vais me contenter de celui-là. Donc, pendant toute cette période, toutes ces années, on a eu cette bataille pour l'émancipation, on a eu cette bataille pour la construction de l'indépendance, dont je reconnais qu'auparavant, il n'existait pas. Mais le problème, c'est quoi l'indépendance? L'indépendance, c'est de permettre à un pouvoir séparé, législatif, exécutif, et pouvoir judiciaire, qu'on a souhaité appeler autorité judiciaire dans la Constitution de 1958, il n'empêche, c'est quand même un pouvoir, comme le veut du nom, mais pas un pouvoir politique, justement. Puisque tout pouvoir politique se déduit du suffrage universel du peuple français. Là, ce n'est pas le cas. Bon, très bien. Donc, cette indépendance, elle ne sert qu'à une seule chose, c'est à garantir l'impartialité. Et ce mot-là, vous ne l'entendez jamais. Vous entendez la psalmodie par les organisations syndicales sur l'indépendance, dans la presse l'indépendance, les hommes politiques qui en général sont assez faibles en matière de culture juridique, pas tous, il y en a, indépendance. Moi, l'indépendance, elle ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est l'objectif de celle-ci, c'est-à-dire l'impartialité. Or, le paradoxe avec la construction de cette sphère quasi autonome de la magistrature, qui est quand même marquée dans... Alors, il y a des intérêts de couche sociale, vu le recrutement, vous m'avez posé une question, mais je souhaite qu'on y revienne quand même, sur l'ENM, mais vous avez... Pardon. Aujourd'hui, cette autonomie qui a été ainsi construite fait que, au fur et à mesure, dans la lutte contre les politiques, et avec des volontés de manipulation, y compris dans le champ politique, on a eu une évolution qui fait que, dans un premier temps, toutes les affaires politiques et financières au début des années 90 étaient plutôt dirigées contre la gauche, et puis il y a eu un glissement. Il y a eu une évolution liée aux dominations, liée, à des évolutions sociologiques, idéologiques, culturelles, qui font qu'aujourd'hui, le haut appareil judiciaire est très proche du Parti socialiste. Donc, pour 2017, c'est très naturel que ça se passe de cette façon-là, parce que Emmanuel Macron est le candidat du PS. Il faut être sérieux, c'est pas Benoît Hamon, voyons. Non, mais attendez, il faut regarder les choses en face. Donc, il est considéré comme le successeur de François Hollande, qui ne peut pas se représenter. Quand je dis qu'il ne peut pas politiquement se représenter, parce qu'il va se faire écraser. Donc, tous ceux qui entourent Emmanuel Macron, tous ceux qui sont là à la manœuvre, sont tous des socialistes. Alors après, il va disrupter, il va faire du en même temps, il va rééquilibrer, mais au départ, c'est ça. Donc, cette magistrature... il y a également des ministres, donc les Républicains. Pardon? Et également, il y a des ministres, les Républicains. Très peu. Très peu. Il y a les deux apostats, que sont Gérard Darmanin et Bruno Le Maire. Enfin, je rappelle que Bruno Le Maire, il fait 1% à la primaire ouverte de la droite. Donc, non, c'est essentiellement, c'est des hommes libres, vous avez
Collomb, vous avez Le Drian, vous avez Ferrand, vous avez Castaner, etc. C'est tous et puis vous avez Guérini, etc. Vous avez tout un tas de gens qui sont là. Et je dis, pas oublier qui était le secrétaire général de l'Élysée, il s'appelait comment? Il s'appelait Jean-Pierre Jouyet. Jean-Pierre Jouyet, c'est lui qui fait rentrer Macron à l'inspection des finances quand il sort de l'ENA. L'année où il n'y avait pas de classement. Ça a permis de faire rentrer Emmanuel Macron à l'inspection des finances. C'est lui qui le cornaque, avec d'autres, puisque Macron est quand même le candidat de la haute fonction publique d'État, reconnu et adoué par les grands intérêts. C'est comme ça que je vois les choses. J'impose cette analyse à personne, mais c'est la mienne. En tout cas, l'arrivée de Macron se fait avec ce support. Si vous regardez ce support de gauche, si vous regardez les acteurs principaux, je veux dire, qui sont-ils? On va tous les retrouver à la commission parlementaire d'enquête sur l'indépendance de la justice menée par Hugo Bernalicis, qui est un député France Insoumise, et qui font aujourd'hui l'objet de soupçons de parjure et de faux témoignages. Donc, puisque des déclarations ont été transmises en ce sens au parquet de Paris, dirigé par M. X, mais il y avait un petit problème parce que dans la liste de ceux dont on prétend, pas moi, dont on prétend qu'ils ont menti, il y avait M. X lui-même. Donc ça a été envoyé à Nanterre. Donc l'affaire avance en ce moment où elle a été... Il faut lui donner du temps. C'est une question, oui, mais c'est une question qui se pose en termes un peu nouveaux et je vous propose qu'on en parle quand même un peu. Donc, non, je termine sur quand vous voyez ces noms, sur cette orientation politique, vous avez des gens qui sont tous issus du monde socialiste. Enfin, je vais vous dire, Jean-Michel Ayat, c'est connu, Jean-Louis Nadal, qui était le patron de la Haute Autorité pour l'Indépendance, qui alimentait le PNF d'un certain nombre de choses lui permettant d'enclencher les procédures qu'il souhaitait enclencher. Et vous avez Madame Champrenault, qui est également notoirement connue, elle a été installée là par les socialistes. Je ne veux pas faire cette litanie, mais on a, et je prends mes responsabilités en le disant, on a une orientation de cette haute fonction publique judiciaire, une orientation politique. Parce que quand vous regardez qu'il y a eu des ennuis, je veux dire, c'est quand même assez caractéristique. Vous avez eu Nicolas Sarkozy, alors lui, je veux dire, c'est systématique depuis les débuts de son propre mandat. Vous avez eu François Fillon, puis ça continue derrière. Pour arriver à la situation après l'avènement d'Emmanuel Macron, à un triptyque qui est quand même, moi, que j'ai vu fonctionner depuis 3 ans, c'est je tape sur les adversaires, coucou M. Fillon, coucou Marine Le Pen, coucou Jean-Luc Mélenchon, qui a eu droit à un joli raid. Je protège les amis, n'est-ce pas M. Ferrand, n'est-ce pas M. Benalla, n'est-ce pas M. Bayrou, n'est-ce pas Mme Goulard, n'est-ce pas M. Colère, etc. etc. J'en fais une liste assez exhaustive dans mon livre. Et ensuite, lorsque arrivent des mouvements populaires, on les réprime. On les réprime avec la répression des Gilets jaunes. Alors oui, vous parliez justement à propos de François Fillon d'une justice qui se voulait exemplaire, punitive, au-delà de ce que vous jugez le raisonnable. Et vous avez une partie importante de votre livre qui est réservée aux Gilets jaunes, pour qui d'ailleurs vous reconnaissez ouvertement une sympathie affective. Et là, vous dénoncez justement ce système Macron, notamment fait de peines importantes, exemplaires, et puis d'une connivence entre cette fois la police même et la justice. Alors, dans la répression des mouvements sociaux, effectivement, on a d'abord eu une répression judiciaire très forte, que ça allait des gardes à vue illégales aux peines de prison ferme assez considérables pour des primo-délinquants, etc. Et dans le même temps, un refus de poursuivre les violences policières. Vous savez, ce qui s'est produit avec le mouvement des Gilets jaunes avait été pointé par M. Lemoine, qui était le maire de Montfermeil, qui avait vu la stratégie de maintien de l'ordre en 2005, au moment des émeutes, et qui disait on a complètement changé, donc il y avait une volonté d'affrontement. Mais d'ailleurs, Emmanuel Macron avait donné l'orientation, il avait dit la foule haineuse, vous savez, dans ses vœux, pas à tout le monde, ses vœux du début 2019, il y avait clairement une orientation qui était une orientation de répression. Et là, on a vu finalement les profondeurs du corps des magistrats accepter de jouer cette mission, ce qui n'est pas glorieux.
enfin ça c'est mon point de vue, hein, et vous avez raison de me dire que moi j'avais, je le dis, hein, je dis, moi j'ai réagi, j'avais de la sympathie pour ce mouvement, donc je suis un peu subjectif dans cette appréciation, mais c'est pour ça que je m'abrite derrière ce que disent les organismes internationaux qui ont été très sévères pour la France. Donc aujourd'hui, c'est strictique. Alors, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron a-t-il commis une erreur tactique en juillet 2020? Il a nommé Éric Dupond-Moretti. Bon. Rappelez-vous ce remaniement. Hein, lui-même qui n'hésite pas à rappeler les principes essentiels du procès pénal en permanence, etc. Alors, Éric Dupond-Moretti, Société du spectacle, évidemment, hein, c'est un confrère tout à fait remarquable, qui a réussi, combatif, très courageux, mais qui a d'autres facettes, c'est-à-dire qu'il a été souvent en affrontement avec les magistrats, il a réussi au plan matériel, hein, et donc, bon, ça fait beaucoup de défauts quand même. Et puis, il n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, ce remaniement, je rappelle qu'il y a Madame Bachelot pour la Société du spectacle, pour le monde de la culture, qui est quand même très affecté par la gestion de la pandémie. Il y a Darmanin, Gérald Darmanin pour les policiers, il va devoir s'en occuper, puis pour solidifier le positionnement à droite d'Emmanuel Macron, et on a Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, au début, je me suis demandé, mais pourquoi? Alors, le côté Société du spectacle, c'est évident. Hein, c'est évident, la politique en France étant beaucoup affaire de communication, mais il s'est trouvé immédiatement, je veux dire, rejeté par la magistrature. Elle ne veut pas entendre parler d'Éric Dupond-Moretti. Et avec une violence assez extraordinaire quand même. Hein. Alors certes, il y a eu les incidents de septembre avec Madame Houlette, considérant qu'elle n'avait de compte à rendre à personne, refusant les convocations de l'inspection générale des services judiciaires. Je rappelle qu'elle est parquetière. Hein. Elle n'est pas juge du siège, elle est parquetière, donc elle doit des comptes à son employeur, elle est fonctionnaire dans une hiérarchie, ce qui n'est pas le cas du juge du siège. Hein. Et donc elle refuse. Moi je ne compte à rendre à personne, c'est assez inouï. Hein. Et donc elle a été soutenue. Il y a eu, vous le savez bien, hein, il y a eu, je veux dire, le corps s'est rassemblé, les plus hauts magistrats, première présidente de la Cour de cassation, le procureur général, Monsieur François Molins, etc., sont intervenus. Ils ont fait un drame parce qu'on a nommé une avocate à la tête de l'ENM. Et qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, comme on n'arrive pas à s'en débarrasser, on dépose des plaintes contre lui. C'est extraordinaire quand même. C'est-à-dire que vous avez deux syndicats de magistrats. Lesquels? USM, syndicat de magistrature, hein, qui déposent des plaintes qui, au plan de l'article 2 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire il faut avoir subi un préjudice, sont irrecevables, mais qui sont reçus par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, hein, et on dépose une plainte contre lui pour une infraction. Alors ça, c'est techniquement, puis c'est mon opinion, hein, prise illégale d'intérêt, que je considère qu'il n'est pas constitué. Mais attendez, dans quel pays vous avez un pouvoir judiciaire qui demande, après avoir choisi le président de la République, à choisir le garde des Sceaux, ministre de la Justice? Enfin, tout ça est tout à fait inouï. Alors aujourd'hui, la situation d'Emmanuel Macron est un peu délicate parce que qu'est-ce qu'il peut faire? Soit il exfiltre Éric Dupond-Moretti pour mettre fin au blocage et à cet affrontement permanent, et auquel cas il perd la face et politiquement il s'affaiblit, soit il le garde, et là il va à l'affrontement. Et il est fragile. Il a l'article 67 de la Constitution qui le protège, mais autour de lui, commencé par M. Alexis Scolaire, hein, Darmanin, vous avez, je veux dire, la moitié de son entourage qui est dans la seringue judiciaire. Il suffit d'appuyer sur le bouton quand on veut. Donc on est très fragile chez Emmanuel Macron. Pas lui directement, mais je veux dire, du fait de cette situation. Et ça nous amène à, avant de revenir, hein, ne m'oubliez pas, hein, j'ai deux, trois petites choses à dire sur les solutions ou les évolutions. Dans l'année qui s'ouvre, c'est une année préélectorale. Il va y avoir une bataille en 2022, quand même, une bataille politique dont chacun sait qu'elle va être intense, qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a deux candidats déjà déclarés. Marine Le Pen, au deuxième tour en 2017, et Jean-Luc Mélenchon, qui rate le deuxième tour d'assez peu. Donc, très plausible. Ils sont tous les deux dans la salle judiciaire. Tous les deux. Hein. Donc, est-ce que
face au comportement que la magistrature a adopté dans l'ensemble du corps, parce qu'ils sont très soutenus, hein, ceux qui mènent la bataille contre Dupond-Moretti, est-ce qu'on va se retrouver dans une situation où la magistrature aura envie de faire ce qu'elle a fait en 2017? Moi, je le crains. Je le crains. On a un vrai problème, là, dans cette période, hein, qui est en train de s'ouvrir, où les cartes vont nécessairement être rebattues. Qui sera candidat, quels seront les enjeux, puis surtout quelles vont être les contradictions, parce qu'il va y avoir un affrontement important quand même. Hein. Pour l'instant, on a 2 candidats qui se détachent dans les sondages, mais on ne sait pas ce que ça donnera plus tard. Hein. Mais voilà, si Emmanuel Macron ne cède pas sur l'histoire de Dupond-Moretti, il peut très bien se retrouver très affaibli par des batailles judiciaires. L'autre problème étant que l'opinion publique peut commencer à dire ça suffit. Quand vous regardez les études d'opinion sur l'image de la justice, elle est déplorable. Elle est déplorable. C'est dû à son manque de moyens, à ses lenteurs, mais c'est dû aussi à toutes ces affaires. Hein? Alors c'est très contradictoire, peut-être, il n'empêche quand même qu'il y a une vraie défiance et que ça commence un peu à se voir, hein, cette façon systématique d'intervenir sur le champ politique. Et pourtant, les juges sont des hommes en chair, en sang. C'est normal qu'ils aient quelque part leur opinion. Une personne humaine n'est pas neutre. Pourquoi, à vous écouter, elles seraient, ces personnes, toutes plus ou moins du même camp? Alors, elles ont des opinions, j'espère bien. Elles ont des engagements citoyens, je veux dire pourquoi pas, mais attention, je parle bien des juges du siège. Là, hein, je parle bien des juges du siège. Le problème, c'est qu'elles doivent agir sans que leurs décisions ne puissent être soupçonnées d'une partialité quelle qu'elle soit. D'accord ? Vous avez quelqu'un qui était venu déposer dans une commission parlementaire concernant Total, hein, et qui a été condamné par une juridiction présidée par une personne qui a été présidente du syndicat de la magistrature, hein, et donc il était accusé d'avoir menti sur un problème d'intérêt qu'il pouvait avoir. Donc elle avait dit c'est tout à fait scandaleux de mentir à la représentation nationale, ça fait sourire aujourd'hui, hein, quand on sait ce qui arrive à pas mal de ses collègues, mais on voyait bien, quand on voyait tout son CV, qu'elle était engagée politiquement sur ces questions partout. Ligue des droits de l'homme, je ne sais plus qui, attaque, etc. C'était plutôt d'ailleurs des engagements dans des structures qui auraient ma sympathie. Mais non, quand vous êtes vous présidez un tribunal correctionnel, on ne doit pas savoir ça et vous ne devez pas l'afficher. Donc, c'est comme l'affaire du mur des cons. L'affaire du mur des cons, c'était scandaleux, mais dans un local syndical, on traitait, on insultait, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on insultait des justiciables et puis le chef de l'État en exercice. Mais ce qui a été le plus scandaleux, ce que je raconte dans mon livre, en la reproduisant, c'est l'article où les 2 anciens dirigeants des 2 syndicats principaux, hein, Union syndicale et syndicat de la magistrature, revendiquaient la partialité. En disant, mais qu'est-ce que c'est que cette impartialité que vous réclamez? Mais non, on est des êtres, comme vous venez de dire, de chair et d'os, et donc c'est normal qu'on ait des opinions. Eh bien, oui, vous avez des opinions, mais vous les mettez dans vos poches. Et elles ne doivent pas transparaître et apparaître dans le travail que vous faites. Vous avez un devoir de réserve particulièrement renforcé. Et ça, je ne veux pas que l'on puisse aboutir à des situations où, rien qu'en pointant les gens, leur passé militant, leur prise de position, leur livre, Renaud Van Riebeeck, pour lequel j'ai le plus grand respect en tant qu'homme, il vient de publier un bouquin dans lequel il dit, voilà, mes valeurs, l'égalité, lutte contre la corruption, etc., etc. Je les partage, vos valeurs, mais monsieur, vous les laissez à la maison quand vous venez juger, il a été juge du siège. Hein, et donc vous dites, voilà, je suis un bon juge parce que j'ai été militant. Non, non et non. Alors, pourquoi il y a cette homogénéité? Il y a cette homogénéité, je pense que c'est un problème sociologique. Comment devient-on magistrat en France? On fait des études de droit, ce qui nécessite quand même... Donc pour être clair, pour revenir sur ce que vous venez de dire, pardon, il faut ou pas interdire le droit de se syndiquer aux magistrats? Je vais répondre après passer par l'ENM. Vous allez voir pourquoi. L'ENM, c'est effectivement des étudiants, Bac+5, qui passent un concours. Ils sont entre eux pendant 3 ans. Ils ne se voient qu'entre eux. Hein. Ça devient même, c'est pas péjoratif ce que je dis, je trouve ça normal, parfois endogamique. Hein. Et ce milieu reste très soudé. Bon. Et au bout
de 3 ans, c'est-à-dire à 25 ans, 26 ans, ils sortent avec un permis de juger. Moi, je veux bien, aucune expérience sociale, de vraie qualité, hein, pas de brassage. Aujourd'hui, un déséquilibre dans la parité, hein, c'est-à-dire que c'est un corps qui est à 80% féminin. Je suis tout à fait partisan de la présence des femmes dans tous les métiers. Mais là, on a un déséquilibre qui n'est pas sans poser un petit problème. Donc, on a, du fait de ce mode de recrutement, une sociologie tout à fait homogène. Et moi, je suis partisan de revoir ces questions de recrutement et d'être plus ouvert, de faire, pourquoi pas, en partie comme les Israéliens, qui vont chercher d'anciens avocats, d'anciens universitaires, les Britanniques, bien sûr, hein, c'est un peu un modèle de ce point de vue, hein, et on s'efforce d'avoir un échevinage, un brassage qui permette de rééquilibrer tout ça. Ensuite, ça c'est pour moi tout à fait impératif, hein, et je partage complètement les opinions de mon ami Soulez-Larivière, séparation radicale du siège et du parquet. Hein. Vous savez pourquoi est-ce que c'est un statut de magistrat unique? C'est Napoléon qui l'a voulu, parce qu'il voulait que les magistrats du parquet, soumis à la hiérarchie, surveillent les magistrats du siège. Bon, aujourd'hui, il faut séparer. L'autorité de poursuite, ça va être des fonctionnaires, pas des magistrats, qui dépendent hiérarchiquement du ministère, qui sont soumis au devoir de réserve classique des fonctionnaires, hein, et qui ne peuvent plus faire les allers-retours comme ça c'est aujourd'hui, et surtout qui ne peuvent plus développer l'esprit de corps que l'on connaît aujourd'hui. Toutes les professions sont corporatistes, malheureusement la magistrature elle est spécialement. Donc, première solution, on sépare strictement et magistrat du siège et magistrat qui juge. Alors, non, magistrat du siège et autorité de poursuite qui ne sont plus des magistrats. Hein, les procureurs ne sont plus des magistrats. Avocats de la République, c'est déjà un très joli statut. Première proposition. Deuxième proposition qui s'en déduit, les fonctionnaires qui dépendent du ministère de la Justice peuvent se syndiquer, il n'y a aucun problème, comme tous les autres fonctionnaires. Le juge du siège ne le peut pas. Hein. Il a un devoir de réserve renforcé. Et il suffit de voir ce que sont devenues les organisations syndicales. Elles sont effectivement des espèces de structures politiques. Vous allez sur Internet, ils passent leur temps à critiquer le travail législatif, à critiquer le travail de l'exécutif. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de défense de la profession particulière, hein, des intérêts matériels. Non, c'est une vision politique des choses. Non, on supprime le syndicalisme dans la magistrature du siège. Vous ne devez pas être soupçonnable. Je n'ai même pas dit soupçonné, je dis soupçonnable d'être partiaux. C'est pas possible. Il n'y a pas de justice sans une impartialité affichée et reconnue. D'accord. Donc, première proposition. Deuxième proposition, suppression donc, du droit de se syndiquer pour les magistrats du siège et séparation stricte avec les magistrats poursuivants. Alors, l'ENM, on la supprime pas? Alors, écoutez. Beaucoup de nos auditeurs sont passés par là ou passeront par là. Non, je ne suis pas pour la suppression, je suis pour... attendez, il faut franchir des étapes. Moi, je suis désolé. Hein, la création de l'ENA en 1946 et la création de l'ENM en 1958, hein, c'est Debré à chaque fois. Hein, Michel Debré à chaque fois. Donc, prouve que ça a produit des fruits négatifs pour beaucoup. L'ENA, aujourd'hui, je suis pour la suppression de l'ENA. Je suis pour un retour au concours pour les grands corps, etc. En revanche, l'ENM, je suis pour qu'on sépare en deux le recrutement. Qu'on fasse un recrutement en partie par l'école, avec des filières, etc., avec des carrières essentiellement pour le parquet d'ailleurs, hein, pour le parquet, et qu'en ce qui concerne la magistrature du siège, elle soit beaucoup plus ouverte à des recrutements extérieurs avec des minimums d'âge, etc. Comme ça se fait, je vous dis, j'ai ces deux exemples que je connais un petit peu, qui sont l'exemple de la Grande-Bretagne et d'Israël. Grande-Bretagne, où on dit effectivement que la justice ne doit pas seulement être objective, mais elle doit être perçue comme objective. Elle ne doit pas seulement être faite, elle doit être vue. Exactement, mais c'est le problème de la prise illégale d'intérêt dont on parle beaucoup. La prise illégale d'intérêt ne sanctionne pas des faits, elle sanctionne une situation qui peut générer le soupçon sur le caractère chimiquement pur de la décision publique en matière d'intérêt général. Voilà. Si votre décision peut être soupçonnée, vous êtes fautif.
Très bien. On a compris donc ces quelques propositions. Un petit mot peut-être d'espoir en guise de conclusion au vu des prochaines échéances électorales, de l'amélioration possible du monde de la magistrature, quelques pistes de faisabilité. Ce que j'ai essayé de faire, parce que bon, j'ai écrit un livre qui est assez long. Pourquoi? Parce que j'ai voulu documenter, j'ai voulu revenir, remettre en perspective et synthétiser ce qui est ma position. Moi, je souhaiterais qu'il soit discuté, mais pour ça, je pense qu'il faut qu'on commence par sortir d'une forme d'hypocrisie. Il faut sortir d'une forme d'hypocrisie. Beaucoup de gens me disent, l'âge que je rencontre, ah, mais vous donnez des noms. Ben oui, il faut arrêter ça, d'être hypocrite, de faire semblant, etc., y compris chez les confrères. Alors, regardez les réactions qu'il y a eu lorsqu'on a appris la fameuse enquête secrète, vous savez, du parquet national financier. Ça a été brutal. Bon, alors après, on est revenu à une certaine sérénité. Les rapports avocats-magistrats sont pas terribles. Actuellement, il y a quand même pas mal de soucis. Il faudrait que, effectivement, mais on revienne à des fonctionnements qui soient plus sereins, mais ça passe nécessairement par une sortie du non-dit et de l'hypocrisie. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre. Et vous le faites très bien, vous donnez des noms, des arguments, des anecdotes drôles également, on ne pourrait que le recommander. On arrive au terme de notre entretien, Maître Régis de Castelnau. Je vous remercie donc au nom du Cercle Droit et Liberté d'être intervenu et j'espère vous dire à très bientôt. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole.